qu'on ait un rapport beaucoup plus convenable par rapport aux deniers publics? Il faut le premier niveau, c'est-à-dire la prévention, intervenir au niveau de la prévention. Ce dispositif qui est mis en place permet, c'est vrai, de lutter, de réprimer, mais il faut aller au-delà et intervenir au niveau de la prévention. Et quand je parle de prévention, je pense déjà à la sensibilisation. À la sensibilisation, faire en sorte que la corruption entre davantage dans la sémiologie populaire, entre davantage dans la conscience de chaque citoyen, que chaque citoyen ait conscience du caractère nocif pour notre développement, pour notre économie, de la corruption. Je pense que lorsque les populations se sont appropriées la lutte contre la corruption, cette lutte-là sera beaucoup plus efficace. On a encore besoin également de construire à ce niveau-là, parce que la corruption ne peut pas être combattue uniquement au niveau de la répression et de la transparence. Il faut agir en amont dans la sensibilisation pour la prévenir davantage. Très bien. Sur notre registre, le président de la République, Macky Sall, a débloqué, si on peut dire, les discussions sur la revue du code électoral en perspective des élections locales prochaines, avec ce mode de scrutin de 55% pour la proportionnelle et 45% pour la majoritaire. Alors, vous étiez facilitateur à ces discussions-là. Comment appréciez-vous cet arbitrage du président de la République? Écoutez, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Et ce que j'ai dit, c'est que mon sentiment est un peu mitigé. Il est un peu mitigé parce que le président de la République a fait droit aux demandes de l'opposition et des non-alignés en proposant, si vous voulez, une clé de répartition de 55% pour la proportionnelle et de 45% pour le scrutin majoritaire en ce qui concerne les départements, ce qui est une excellente chose. Oui. Et je me félicite de cette hauteur d'esprit. Mais en revanche, en ce qui concerne la ville, il maintient la position qui était défendue par les plénipotentiaires de la majorité présidentielle, qui ne voulaient absolument pas d'une élection de ville, qui voulaient que pour la ville, les membres du conseil proviennent des communes, de ce qu'étaient auparavant les communes d'arrondissement. Les communes de plein exercice. Qui sont devenues les communes de plein exercice. Et là, selon un mode de scrutin à la représentation proportionnelle, pour, je crois, 50%, et scrutin majoritaire, 50%. Donc, désormais, les conseillers de ville ne proviendront pas d'un suffrage universel direct. Mais on peut considérer que ce serait à la rigueur, si tant est qu'on puisse le dire, un suffrage universel indirect, parce que je ne sais pas encore comment ces conseillers vont être martyrs des communes de plein exercice, parce que j'imagine que dans chaque commune, si nous prenons la ville de Dakar, nous aurons 4 pour la plupart des communes, sauf les grandes communes, mais nous aurons 4 conseillers, 2 qui seraient élus à la représentation proportionnelle et 2 autres au scrutin majoritaire. Et comme le scrutin majoritaire est un scrutin à un tour qui est un mode de scrutin extrêmement brutal, eh bien, ceux qui vont être élus, celui qui gagne, même avec une voix, remporte les 2 sièges. Il remporte les 2 sièges avec la chance de remporter ou encore au moins un autre siège, ce qui fait qu'il va y avoir une majorité forte dans chacune de ces communes de plein exercice. Et si tout se répercute à la ville, on risque d'avoir une ville avec une majorité de gouvernement stable, forte, mais avec une diversité qui laissera un peu à désirer. Il n'y aura pas suffisamment de diversité des opinions au conseil de ville. Et je trouve ça regrettable. Parce que c'est en recul quand même, c'est en retrait par rapport à ce qu'on avait en 2009. Pour l'élection de 2009, il y avait une liste de villes. Désormais, cette liste de villes est supprimée. Alors que c'est cette liste de villes qui permet au candidat qui est à la tête de cette liste d'avoir un projet de ville
d'avoir un projet de ville et qui permet également d'assurer une grande diversité des opinions au sein du conseil de ville, de l'Assemblée de ville. Donc finalement, si votre position est mitigée, si le président de la République a coupé la poire en deux, comme le disent d'autres, c'est parce qu'il prend certainement en compte les préoccupations de l'opposition et les préoccupations de la majorité. Finalement, est-ce qu'il aurait pu faire autre chose ? Puisqu'il s'agit d'un arbitrage. Oui, c'est vrai que c'est un arbitrage. Oui. Et finalement, c'est un arbitrage qui ne satisfait pleinement personne. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qui satisfait en même temps chacune des parties, mais pas complètement tout le monde. Je vois bien des gens qui vont ruer dans les brancards, qui ne seront pas satisfaits, parce que c'est avec ce mode de scrutin. Malheureusement, il y aura peut-être des candidats qui n'auront aucune chance ou si peu, d'être élus. Et c'est ce que je crois l'opposition a bien compris, notamment le PDS a bien compris en disant c'est leur affaire à la majorité présidentielle. Nous, ce qui a été l'arbitrage qui a été décidé nous convient parfaitement parce qu'en réalité le problème va se poser au sein de la majorité présidentielle entre ceux qui veulent assumer un destin, leur propre destin, et les autres qui on demande de rester dans le rang et qui restent dans le rang. Oui. Mais vous, personnellement, vous en tant que facilitateur collectif des organisations de la société civile pour les élections, cet arbitrage vous convient parce qu'il prend en charge peut-être des préoccupations de l'opposition, mais aussi de la majorité, parce que la démocratie aussi, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que cet arbitrage n'est pas mauvais en soi, surtout en ce qui concerne le département. Le président est même allé au-delà de ce que j'espérais. Oui. Je pensais qu'il allait se contenter du statu quo ante, c'est-à-dire 50-50. Oui. Mais j'espérais dans le même temps qu'il allait quand même laisser en l'état le scrutin de ville. Qu'il allait laisser en l'état. Au détriment de sa majorité, ce qui ne serait pas peut-être... Pas forcément, pas forcément. Il n'est pas dit que parce que le scrutin de ville aurait été maintenu, que nécessairement ça se ferait au détriment de sa majorité. On fait souvent beaucoup de calculs, mais on ne prend pas suffisamment en considération la capacité de réaction, la capacité des Sénégalais de faire parfois des choix ou de sanctionner, parce que on ne leur accorde peut-être pas suffisamment de capacité de réaction, de capacité d'analyse. Or, les Sénégalais savent voter. Ils savent voter et donc l'élection n'est pas une question de calcul, c'est une question de mobilisation des citoyens, mobilisation des électeurs autour des résultats qu'on fait ou autour du projet qu'on a, et puis le reste... je crois qu'il faut s'en remettre à Dieu. Oui, mais de la même manière, on peut aussi se dire que cette histoire de clé de répartition n'est pas finalement la préoccupation des Sénégalais, des électeurs. Ce qui les intéresse peut-être, c'est ce qu'on leur propose, non? C'est plus une affaire des partis politiques ou des coalitions que des citoyens. Oh, je ne suis pas certain. Surtout pour le scrutin de ville, je crois qu'il y a un certain nombre de maires ou de prétendants à devenir des maires qui ont un contrat assez particulier avec les électeurs de leur localité, qui ont un lien affectif avec les électeurs de leur localité. En supprimant le scrutin de ville, justement, on les prive justement d'avoir cette communion avec les électeurs de leur ville. Et donc,
Le problème se posera seulement pour ces villes-là. Il ne se posera pas pour les autres villes, mais pour ces villes-là seulement, il se posera. Ce qui fait que vous avez raison dans un certain sens. La grande majorité des Sénégalais, cette question d'élection de ville ne les concerne pas. Mais les populations de Dakar, les populations de Guédiawaye, les populations de Thiès, de Rufisque, de Pikine, eh bien, cette élection de ville, je pense, les concerne au plus haut point. Parce que lorsqu'ils élisent, ils veulent élire quelqu'un, un maire qu'ils connaissent, un maire en qui ils ont confiance. Et avec le mode de scrutin qu'on va mettre en œuvre, eh bien, c'est le parti qui décidera qui va être maire. Ce n'est pas forcément la population qui décidera. Parce que, comme vous le dites, dans ces 5 villes-là, Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Thiès, les conseils qui seront élus selon l'émanation des communes de plein exercice qui ont été instituées en lieu et place des communes d'arrondissement. Donc, vous craignez quoi? Un autre contentieux? Ou alors le bruitage est déjà fait? Oui, je ne suis pas certain qu'il y aura un contentieux très important, peut-être sur le plan politique. Sur le plan du droit, il peut y avoir effectivement un contentieux. Des partis peuvent saisir la Cour de justice de la CEDEAO au motif que cet arbitrage, s'il est concrétisé par une loi, va entraîner une modification substantielle du code électoral. Or, cet arbitrage n'est pas accepté par tout le monde, donc il n'y a pas de consensus. Par conséquent, puisqu'il n'y a pas de consensus, l'article 2 du protocole de la CEDEAO interdisant toute modification substantielle qui ne soit pas obtenue par consensus, eh bien vous voyez qu'il y a là les germes d'un conflit, d'un litige, on va dire, d'un litige devant la Cour de justice. Mais comme la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas suspensive, le fait de la saisir ne suspend pas le processus. Et comme on n'est pas sûr qu'à l'arrivée, ceux qui vont saisir la Cour auront forcément gain de cause, eh bien, l'un dans l'autre, on peut prévoir que si le gouvernement allait au bout de sa logique et faisait adopter cette loi, bon, il ne se passerait pas grand-chose sur le plan juridique. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le plan politique? Ça, je ne le sais pas. Ce que je sais simplement, c'est que l'arbitrage, sur ce point-là, parce que sur l'autre point, il est extrêmement positif. Et je salue vraiment la magnanimité du président sur le premier point. Mais sur ce point-là, cet arbitrage me laisse un goût d'inachevé, parce qu'il garde le statu quo pour le mode de scrutin des communes. C'est très bien, mais malheureusement, il supprime le scrutin de ville. C'est un peu ça ma frustration dans cet arbitrage. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, par exemple? Garder le statu quo dans le premier cas et dans le deuxième cas, quoi? Absolument, moi j'aurais souhaité qu'il soit magnanime jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Voilà, jusqu'au bout. Au détriment même de ça? Non, pas forcément. Je ne suis pas certain. Parce que aussi, ce qu'on doit savoir aussi, c'est que le président de la République est la tête d'une coalition aussi, d'une majorité. Voilà, oui, je suis d'accord. Il ne devrait pas sacrifier, sinon. J'entends bien, mais je ne suis pas certain. On fait beaucoup de calculs, mais je ne suis pas certain que cela aurait desservi la majorité présidentielle. Et je ne suis pas certain que le mode de scrutin tel qui se prend là va nécessairement servir. Et puis bon, on est dans un scrutin local, des élections locales, des élections pour les citoyens. Normalement, ces élections devraient concerner au premier chef les citoyens. Moi, j'aurais été lui, je ne me serais pas mêlé à ces élections parce que, justement,
en faisant cet arbitrage, il va donner à ceux qui veulent l'attaquer la possibilité de l'attaquer au motif que, voilà, il descend dans l'arène, il est en train de prendre part à ces prochaines élections locales. Moi, j'aurais préféré qu'il prenne plus de hauteur, puisque ce sont des élections locales, qu'il ne se préoccupe pas de ces élections locales, parce que s'il s'en mêle trop, il va engager sa responsabilité. Et ce que je crains, c'est que, comme en 2009, ces élections locales soient transformées en référendum, pour ou contre le président. Donc le risque pour lui, le président, c'est de descendre carrément dans l'arène. Dans l'arène. J'aurais souhaité qu'il ne descende pas dans l'arène, qu'il laisse son parti, parce qu'il a suffisamment de cadres dans son parti, qu'il laisse son parti, la coalition qui le soutient, régler cette question, mais qu'il ne descende pas dans l'arène pour ne pas, si vous voulez, subir éventuellement, parce que je ne sais pas quel est l'état de l'opinion. Si l'opinion n'est pas contente de la tournure des choses de la gouvernance actuelle, eh bien, elle pourrait être tentée de sanctionner directement le président de la République, comme elle l'avait fait. Vous vous souvenez qu'en 2009, le président Wade s'était engagé corps et âme dans le processus électoral des élections locales de 2009. Eh bien, il a été sanctionné par les Sénégalais. Les Sénégalais savent sanctionner. Et voilà. Comme il a encore trois bonnes années devant lui, moi je pense qu'il aurait dû se concentrer davantage sur ces 3 bonnes années qu'il a encore. Pour le moment, il en est juste à l'arbitrage. J'espère qu'il va tirer les leçons du passé, ne pas descendre carrément dans l'arène politique. Pour le moment, il fallait arbitrer et il l'a fait. Oui, non, c'est vrai qu'il fallait arbitrer. Je suis d'accord. Il fallait arbitrer. Il l'a fait. Je dis qu'il a coupé la poire en deux. Oui. C'est un moindre mal. J'aurais préféré plus, si vous voulez. Oui. Je ne suis pas mécontent de l'arbitrage qu'il a effectué, mais j'aurais préféré plus. J'aurais préféré qu'il ne touchât pas du tout au mode de scrutin de ville, qu'il laisse le mode de scrutin de ville en l'état, puisque c'était un acquis démocratique, parce que son arbitrage sur ce point-là est en deçà de ce que nous avions déjà en 2009. Et je crois qu'une démocratie a besoin de se vivifier, d'aller de l'avant. En tout cas, pour le moment, on est fixé sur la date du 29 juin prochain. Les élections vont se tenir à cette date. Le porte-parole du gouvernement l'a dit. Au-delà de cette clé de répartition, on a également d'autres mesures qui ont été prises, comme la réduction de 20 jours du délai qui sépare la date de dépôt et le scrutin. Il y a aussi cette procédure qui a été allégée, puisque le casier judiciaire sera déposé après la proclamation des résultats. Est-ce que quand même tout cela n'est pas une volonté d'aller vite? Parce que aussi on a compris, on a vu qu'au Sénégal quand même on est dans une perpétuelle campagne électorale. Il faut régler les questions politiques, les questions électorales et puis passer à autre chose, à d'autres défis, des défis du développement. Vous êtes d'accord quand même? J'en conviens avec vous. Oui. J'en conviens vraiment avec vous. Cette volonté d'alléger les procédures, c'est une excellente chose. Parce que, pour tout vous dire, je me demandais comment on allait faire pour organiser les élections à date échue. Lorsque j'ai vu comment les choses se présentaient, je me suis dit, mais ma foi, si on ne réduit pas les délais, si on n'allège pas les procédures, on n'y arrivera pas. Mais je crois qu'il a bien compris, et je crois que c'est une excellente chose d'avoir allégé, surtout parce que le problème va se poser surtout en milieu rural. Oui. Surtout en milieu rural, parce que, comme vous le savez, on va avoir des milliers de listes.
et des listes paritaires. Parce qu'il y a la loi sur la parité. Oui, donc qu'il faut respecter, parce que c'est une condition de recevabilité d'une liste. Il faut respecter la parité, un homme, une femme. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile à réaliser, surtout en milieu rural. Parce que les femmes, leurs préoccupations, et même les hommes, c'est plus de survivre, d'aller chercher du bois, d'aller chercher de l'eau, d'aller chercher de quoi manger, plutôt que de se mettre sur des listes électorales. C'est le cadet de leurs soucis. Donc il va falloir trouver des femmes qui acceptent d'aller sur les listes. Et comme il y aura plusieurs listes, donc vous voyez un peu la difficulté de la tâche que les partis politiques vont rencontrer pour confectionner leur liste. C'est pour ça que moi j'étais persuadé que les partis politiques n'étaient pas prêts. Et de toute façon, ils ne sont pas encore prêts. Oui. Il va falloir qu'ils soient aidés. Je pense que là, l'Office national de la parité aura un rôle important à jouer. Je crois que les organisations de femmes devront aider, s'impliquer, aider les partis politiques et les coalitions à confectionner leur liste. Sinon, j'ai peur que beaucoup de partis politiques ne puissent pas présenter des listes recevables. Donc ce sera la grosse difficulté. Déjà, le président leur enlève une épine du pied en prévoyant que le casier judiciaire puisse être déposé, parce que ça aussi c'est un marathon pour obtenir des casiers judiciaires, surtout en milieu rural. Et donc, c'est une bonne chose qu'il ait anticipé sur ce point précis et qu'il ait décidé de faire accéder les candidats à cette certificat après l'élection. Je dis bravo. Très bien. Au-delà même de ces aspects, comme je l'ai dit, il faut aller vite. Il faut dépasser, parce que quoi qu'on dise quand même, la question électorale au Sénégal, elle est réglée avec les deux alternances qu'on a connues dans les conditions que le monde entier a suivies. Quand même, on ne devrait pas s'attarder sur ces questions-là. Oui, on ne devrait pas. Malheureusement, on ne devrait pas, mais c'est vrai, parce que l'élection, l'alternance est en train de devenir une routine. Il faut accentuer encore davantage la chose, mais en même temps, les élections sont souvent dramatisées en Afrique, pas seulement au Sénégal, mais également en Afrique, parce que certaines y voient la possibilité d'accéder à des ressources, malheureusement. Et nous avons parfois des politiciens professionnels qui ne comptent que sur la politique pour vivre. Alors, ce sont ces gens-là qui rendent les élections dramatiques, qui créent des difficultés, qui font qu'il y a souvent des problèmes au moment des élections. Heureusement, jusqu'ici, nous avons, en dehors de l'intermède de l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, durant laquelle la candidature du président Wade a occasionné des morts, mais jusqu'ici, le Sénégal avait quand même réussi à organiser des élections sans trop d'anicroche. Et il faudrait qu'on continue avec ces élections locales-là qui arrivent, et pour lesquelles je dois dire que nous avons travaillé dans la commission de révision du code électoral dans un climat relativement serein, même si à un moment donné l'opposition et les non-alignés ont interrompu leur participation. Nous avons été les chercher, ils sont revenus de bonne grâce, et nous sommes allés très loin dans les consensus, puisque sur 77 points examinés, 75 ont été réglés de manière consensuelle. Il ne restait que deux. Il ne restait que 2 points. Mais c'était quand même 2 points essentiels. Très bien. Le mode de scrutin et l'élection de ville. Et c'est sur ces 2 questions que le président de la République a été amené à faire son arbitrage.
Oui. Pour revenir maintenant aux enjeux de ces élections locales, des élections locales, on a bien dit, ce ne sont pas donc des élections à envergure nationale, comme on l'a connu au niveau de la présidentielle et même des législatives. Alors, qu'est-ce qui peut ici être dangereux pour les uns et les autres? La majorité surtout, parce que bon, l'intérêt se trouve à ce niveau. Est-ce qu'il faut maintenir les coalitions ou alors faire des listes carrément séparées? Alors là, vous me posez une question extrêmement difficile. Vous me demandez un peu de me mettre à la place de la majorité. On fait de l'analyse politique. Oui, je dois dire que ces élections-ci vont mettre à rude épreuve la cohésion de la majorité. Si je considère par exemple la ville de Guédiawaye, l'APR a déjà son candidat, le Benno Siggil Sénégal a son candidat. Or, l'APR fait partie de Benno Siggil Sénégal et Benno Siggil Sénégal soutient le président de la République. Donc, sauf que ce ne sont pas des candidatures officielles ou officialisées. Elles ne sont pas encore officialisées. Des prétendants, oui. Voilà, ce sont des prétendants, mais ils ont quand même été désignés parce que Benno a désigné, je crois, Malick Gakou, le ministre Malick Gakou, et l'APR a désigné, il me semble, si je me trompe peut-être, a désigné Aliou Sall. Alors, le problème qui va se poser pour la grande coalition qui soutient le président de la République, c'est qui choisir entre les deux sans provoquer de déchirement. Et je crois que c'est le problème que la majorité au cours de ces élections locales. Ces élections locales vont tester sa capacité à résister à ces forces centrifuges qui la menacent, ces forces de division et ce risque d'implosion qui la menace. Et ce sera le principal enjeu, je pense, pour la majorité, garder la cohésion. Garder sa cohésion. Et je pense que ce sera difficile. Il lui sera extrêmement difficile de garder la cohésion à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, parce que les enjeux de ces élections locales sont parfois dramatisés. Certains veulent passer par les élections locales pour avoir un destin national. D'autres veulent profiter de ces élections locales pour se refaire sur le plan financier, etc. Et ceux qui sont au pouvoir veulent passer par ces élections locales pour conforter leur position, leur assise et se projeter dans le futur, parce que le futur, c'est 2017. Pourtant, les responsables de la coalition ne sont pas convaincus de cette réalité ou de cette possibilité d'implosion, parce que, enfin, du moins ce qu'ils disent, ce qu'ils proposent, c'est que ces locales ne soient pas une sorte d'obstacle à la survie même de la coalition. C'est possible, à votre avis? C'est leur souhait. C'est leur souhait. Ils ne peuvent pas dire officiellement, il serait malvenu de le faire, ils ne peuvent pas dire officiellement nous risquons l'implosion, voilà, ils ne peuvent pas être défaitistes à ce point-là, ils sont obligés de relever le défi. Ils acceptent de relever le défi, mais c'est comme ça, dans le combat politique, il y a des défis qu'il faut accepter de relever, mais j'avoue que c'est un défi qui sera extrêmement difficile à relever parce que les ambitions sont déjà affichées et je ne suis pas certain que tous accepteront de renoncer. Et lorsque les uns et les autres accepteront de renoncer, eh bien, on ira forcément vers pas la confrontation, mais peut-être vers l'implosion. Le fait, par exemple, pour un parti aussi important que l'AFP, compte tenu de l'envergure de son chef, le président Moustapha Niasse, renonce à ses ambitions présidentielles. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas constituer un motif pour dire à ceux qui ne peut-être le croyaient pas que la coalition va survivre?
C'est un pas dans ce sens. C'est effectivement un pas dans le sens du renforcement de la coalition, parce qu'il a déjà fait cette déclaration, déjà décidé de ne pas porter ombrage au président de la République. Donc ça va dans le bon sens. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on fasse cette déclaration maintenant, alors qu'on est dans une élection. Vous y voyez quoi? On est dans une élection. Non, j'y vois un peu ce que je crains, qu'on donne à cette élection une tournure nationale, la tournure d'une élection politique nationale, et que au fond, ces élections finissent par être un référendum pour ou contre le président Macky Sall, alors qu'on aurait pu tout faire pour les cantonner à leur dimension de simple élection locale. Et dans cette perspective, accepter les candidatures indépendantes aurait permis justement de dédramatiser ces élections, de leur donner un caractère beaucoup plus local, parce que ce sont des élections locales. Quand vous vous référez à l'article 102 de la Constitution, les collectivités territoriales sont le cadre institutionnel d'expression de la participation des citoyens à la vie publique. Maintenant, la question va être de savoir, est-ce que les populations elles-mêmes se retrouvent dans les candidatures indépendantes? Est-ce que leurs préoccupations sont prises en charge généralement par ces candidatures indépendantes? Parce que jusqu'ici, dans l'histoire politique électorale du Sénégal, ce sont quand même les partis politiques et coalitions qui ont réussi à porter les préoccupations des Sénégalais. Non, jusqu'ici, les partis politiques ont eu le monopole de la participation aux élections. Et ce monopole a été cassé uniquement en ce qui concerne les élections présidentielles et les élections législatives, mais jamais en ce qui concerne les élections locales. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait rendre plus facile l'accès des citoyens aux élections locales, parce que ce sont des élections de proximité. Ce sont des élections... J'habite telle localité, je suis bien apprécié dans ma localité, eh bien je me présente pour devenir maire de cette localité. C'est comme ça que cela se passe dans tous les pays démocratiques. Et je ne comprends pas qu'au Sénégal, les partis politiques veuillent se réserver l'exclusivité de la candidature aux élections locales. Ça, je pense, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête un peu. On accepte que les indépendants puissent être candidats aux élections les plus importantes, présidentielles et législatives, mais on les refuse pour les élections locales, qui sont par excellence les élections pour les citoyens, les élections de proximité. Alors, ça défie le bon sens. Parce que peut-être les locales, c'est la base. Et on sait l'importance de la base pour les candidats potentiels à une élection présidentielle, pour les hommes politiques de toute façon. Mais c'est seulement pour les grandes villes. Seulement pour les grandes villes, pour Thiès, pour Dakar, pour Guédiawaye, Pékin, etc. On peut se servir de sa position en tant que maire d'une grande ville pour se projeter vers l'élection présidentielle, mais pour la grande masse des collectivités locales, il y en a plus de 600. Eh bien, ceux qui veulent aller se rendre utiles pour leur village, pour leur quartier, mais ces gens-là, ils n'ont pas forcément la vocation d'être candidats aux élections présidentielles. Pourquoi les empêcher de s'impliquer, de se prononcer, de s'impliquer dans leur localité? Tout simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à un parti. On les pousse à aller vers les partis politiques, alors que le Sénégal a besoin de rationaliser son système de partis. Nous avons beaucoup trop de partis. Plus de 220 partis. C'est inacceptable pour un petit pays comme le Sénégal. D'accord. Alors, les questions électorales, les questions de transparence, oui, vous, société civile, vous vous impliquez beaucoup dans ces volets-là, mais les questions de développement, on a vu par exemple
le président de la République lançait récemment le pôle de développement de la Casamance. On l'a vu un peu avant, c'est d'ailleurs dans ce même cadre, le plan Sénégal émergent. Alors, l'implication de la société civile, au-delà des questions électorales et de transparence, est-ce que vous pensez, vous, que cette implication est ce qu'il faut aujourd'hui? Est-ce que vous vous impliquez pleinement sur ces questions de développement? Est-ce que vous ne les oubliez pas en quelque sorte? Non, pas du tout. Vous avez la société civile sénégalaise est plurielle. Et c'est là que réside sa force d'ailleurs. C'est qu'elle est plurielle. Il y a une société